Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de différents types de traitements, de thérapies qui sont faites grâce aux nouvelles technologies, donc à la thérapie par avatar. On reçoit plusieurs personnes pour nous parler de différents types de problématiques qui peuvent être résolues ou du moins aidées grâce à cette technologie-là. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, Marie-André Lapierre. Peux-tu aussi Oui, je nous vais mettre commencer. en contexte sur le travail de votre centre de recherche ou de votre équipe? Donc notre équipe de recherche se trouve au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Donc, c'est une bâtisse qui est carrément sur le terrain de l'Institut. Donc, ce qui rend ça intéressant quand même, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller à leur rendez-vous, ensuite venir nous voir, etc. Là, ça simplifie beaucoup avec le transport à côté et tout. Donc, notre laboratoire qui est géré par donc Stéphane Potvin, qui a des petits problèmes d'ordinateur et qui s'excuse grandement pour ça ce soir, et Dr. Alexandre Dumais également, donc, qui sont co-chercheurs là, pour les projets qu'on va vous présenter ce soir. Et avec moi aussi, là, parce que je me suis présentée, hein, Marie-André, infirmière coordonnatrice de recherche, pour le laboratoire Dumais-Potvin. Mais j'aimerais aussi quand même que les gens qui m'accompagnent se présentent parce qu'ils ont grandement contribué là, à la présentation aujourd'hui, puis vous allez les rencontrer un petit peu plus tard. Alexandra, veux-tu ouvrir ton micro? Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Alexandra Fortier. Je suis étudiante au doctorat au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et je travaille principalement sur les projets Avatar couplés avec de l'IRMF, mais j'en parlerai plus tard dans la présentation. Inès? Oui, bonsoir. Je suis étudiante aussi au doctorat à l'Université de Montréal. Ça fait un an que je suis dans l'équipe de recherche du MEPO de 20 et je suis chargée du nouveau projet sur le cannabis et les troubles psychotiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, et Stéphane, s'il réussit à se connecter, sinon ce sera moi, vous présentera là, donc qui est chercheur et qui est également enseignant à l'Université de Montréal et qui a beaucoup de beaux titres. Soit il vous présentera ou ce sera moi qui vous présentera le volet intervention en toxicomanie, donc via la réalité virtuelle. Je vais projeter la présentation. Hop. Moi, je vous dis bienvenue et merci d'être là, mesdames, et merci à toutes les personnes présentes aussi. Merci. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Oui, parfait. Donc, le titre aujourd'hui, là, c'est la réalité virtuelle pour traiter le trouble de l'usage de cannabis. Donc, ce sera le principal. Par contre, pour se rendre à ça, les gens sont sûrement déjà au courant. On a fait la thérapie par avatar, donc pour le traitement des hallucinations auditives, donc pour les voix. Et c'est de là qu'est parti, en fait, le développement pour le traitement de l'usage du cannabis. Donc, on va faire un petit survol qu'Alexandra va pouvoir faire donc pour le projet Avatar Voix, qu'on se rappelle qu'est-ce que c'est les étapes. Puis également, Alexandra va pouvoir vous présenter des nouveaux trucs, donc des exclusivités que vous n'aurez pas entendues plus tôt. Donc, ça ici, je vais juste avancer. Puis également, à la fin, là, Inès va pouvoir vous présenter aussi le projet de recherche associé, donc qui n'est pas un traitement, mais qui est très, très important parce que c'est des projets de recherche comme celui d'Inès, en fait, qui vont mener les nouvelles lignes directrices du ministère de la Santé, en fait, par rapport à ce qui est de la consommation du cannabis et tout ça, d'une consommation sécuritaire. Donc, j'ai déjà tout dit ça. Ça ici. La seule chose, par contre, c'est que j'aimerais aussi remercier Sabrina Giguère, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a grandement contribué. C'est notre étudiante à la maîtrise qui a réussi sa maîtrise d'ailleurs, donc qui était pour les projets Avatar Consommation et qui a grandement contribué pour la présentation, même si elle n'y est pas. Et également, suite à la partie d'Alexandra, on aura le témoignage d'un patient qui a fait quand même la thérapie avec nous et puis qui est préenregistré, qui aurait beaucoup aimé être là ce soir, mais ça ne concordait pas avec son horaire, donc préenregistré. Je vais laisser maintenant Alexandra prendre la parole.
Merci Marie-André pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter donc tout d'abord le projet Avatar Voix, puis ensuite je vous présenterai donc plutôt le projet Avatar couplé avec de l'IRM. Donc, tout d'abord, généralement, la première ligne de traitement pour soigner la schizophrénie, ça va être de prendre de la médication antipsychotique. Cependant, on note que 30% des personnes qui souffrent de schizophrénie vont quand même avoir encore des symptômes malgré la prise de cet antipsychotique. Donc, dans ce cas-ci, on va se demander quelles sont les interventions qui vont être possibles. On pourrait essayer un autre antipsychotique. Cependant, le taux de succès est très faible. Une autre intervention médicamenteuse possible, c'est de prendre de la clozapine. Cependant, il y a beaucoup d'effets secondaires et 60% des personnes n'y répondent pas. Outre les interventions médicamenteuses, il peut y avoir d'autres types de thérapies telles que l'électroconvulsivothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne ou les thérapies de type cognitivo-comportemental. Cependant, toutes ces thérapies présentent beaucoup de limites et ne sont pas disponibles partout et pour tout le monde. Donc, c'est pourquoi nous, dans nos projets de recherche, on s'est intéressé à d'autres types de thérapies et notamment l'utilisation de la réalité virtuelle. Pardon. Juste changer de diapo, Marie-André, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie, donc c'est quelque chose d'assez émergent de ces dernières années. Et initialement, elle a été utilisée pour des patients atteints de troubles anxieux ou atteints de troubles de stress post-traumatique. L'utilisation de la réalité virtuelle, ça permet aux thérapeutes en fait de mieux établir un partenariat avec le patient et ça permet également aux thérapeutes d'avoir accès à l'univers du patient tel que le patient le vit et le perçoit. Ça permet également aux thérapeutes d'adapter la réalité du patient d'ajuster en fait adéquatement le traitement et la thérapie en fonction de la réalité du patient. Donc la réalité virtuelle, ça semble être une solution prometteuse pour les patients atteints de schizophrénie résistante au traitement. Et le tout se fera dans un environnement qui est sécuritaire et contrôlé, notamment. Donc c'est pourquoi on a décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour la thérapie par avatar. Donc la thérapie avatar, brièvement, ça consiste à créer l'avatar de la voix qui va susciter le plus de détresse chez le patient. Et on va faire entrer en interaction le patient avec cet avatar-là. Donc, la thérapie avatar, ça consiste à 9 séances de 60 minutes, mais seulement 10 à 20 minutes se feront en immersion, donc en réalité virtuelle. Donc, pour reprendre brièvement, donc la première séance, ça va être la création de l'avatar, où en fait, il y a création du visage et de la voix de la personne ou de l'entité considérée comme étant la voix générant le plus de détresse chez le participant. Les premières séances, donc la deuxième et la troisième, ça va être plutôt des séances d'exposition où on va avoir la reproduction de l'expérience hallucinatoire. Puis ensuite, les séances qui vont suivre, la 4 et la 5e, vont être des séances plus basées sur l'estime de soi. Donc, on va apprendre aux patients à avoir une meilleure affirmation de soi et il y aura beaucoup plus de dialogue sur ses qualités, etc. afin que l'estime de soi augmente. Et ensuite, les dernières séances, donc les séances de 6 à 9, ça va être des séances de consolidation, où il va y avoir plus de régulation des émotions par rapport aux hallucinations auditives et le patient aura beaucoup plus de sentiments de contrôle. Et donc, du coup, cette thérapie-là, on a voulu savoir quels étaient ses effets, si elle fonctionnait vraiment bien chez les patients atteints de schizophrénie avec une résistance. Donc, ça fait partie de notre premier projet, la phase 1 des projets de recherche, où on a voulu voir les effets de la thérapie par avatar. Donc, tout d'abord, concernant les hallucinations, on observe qu'il y a bien, donc juste pour expliquer rapidement le graphique, donc les rectangles bleus, ça va être les scores avant la thérapie, les barres vertes foncées, ça va être les scores juste après la thérapie, et les vertes claires, c'est suivi à 3 mois, donc 3 mois après la thérapie. Et après la thérapie avatar, on observe une diminution du score total pour les hallucinations et que ça se maintient 3 mois après. Et plus particulièrement, on a une diminution de la détresse associée aux hallucinations et ça se maintient aussi 3 mois après avoir réalisé la thérapie. Après avoir regardé les hallucinations, on a voulu aussi regarder les symptômes de la schizophrénie, qui sera sur la diapo suivante. Voilà, merci. Donc, de manière générale, on a une diminution des symptômes de la schizophrénie après la thérapie et ça continue 3 mois après la thérapie. Et si on regarde vraiment dans le détail des types de symptômes où il y a un effet, ça va être sur les symptômes dits généraux là, on voit vraiment une grosse diminution après la thérapie et ça se maintient également 3 mois après.
Donc ensuite, on s'est aussi interrogé sur la qualité de vie. Si les participants avaient une amélioration de leur qualité de vie après avoir effectué la thérapie Avatar. Et on observe une amélioration justement où le score du questionnaire de la qualité de vie augmente juste après la thérapie et également 3 mois après la thérapie. Donc, suite en fait à l'étude des effets de la thérapie Avatar, on s'est demandé si cette thérapie-là était aussi efficace que d'autres types de thérapies telles que la TCC ou thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, il s'agit de la phase 2 de nos projets de recherche où on va comparer la thérapie Avatar et la thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, en termes de résultats pour cette phase de recherche, donc sur le graphique, on a la courbe orange qui représente les scores pour la thérapie cognitivo-comportementale et la courbe bleue qui représente les scores pour la thérapie Avatar. Et donc, concernant les hallucinations, pour les deux types de thérapie, on observe une diminution des hallucinations après la thérapie et aussi à 3 mois après la thérapie. Et on pourrait juste noter que la thérapie Avatar semble plus efficace puisque la courbe descend plus bas. Donc, il y aurait encore moins d'hallucinations suite à la thérapie Avatar par rapport à la TCC. Pour ce qui est des symptômes de la schizophrénie, on observe également une diminution des symptômes après la thérapie par Avatar et ce 3 mois après. Et comme pour les hallucinations, on observe que la thérapie Avatar semble plus efficace que la TCC. Pour ce qui est de la qualité de vie, on observe que les deux types de thérapies améliorent la qualité de vie chez nos participants. Donc, que ce soit juste après la thérapie ou suivi 3 mois après. Donc, juste à revenir avant, Marie-André, s'il te plaît. C'est possible. Merci. Juste pour dire que là, pour la TCC, juste après la thérapie, il semblerait que ce soit la TCC qui soit plus efficace par rapport à la thérapie Avatar, mais qu'au suivi à 3 mois, les deux thérapies semblent équivalentes. Il faut noter aussi qu'au pré-thérapie, on remarque que les personnes en TCC avaient en moyenne une qualité de vie meilleure par rapport à ceux qui ont commencé la thérapie à Avatar, ce qui peut expliquer aussi cette grosse différence de résultats juste post-thérapie. Donc, en conclusion, on peut noter que les deux thérapies, que ce soit la thérapie Avatar ou la TCC, montrent de bons résultats. La thérapie Avatar semble légèrement plus efficace, mais on souhaite revérifier ce résultat. C'est pourquoi aujourd'hui, on est dans la phase 3 de nos recherches avec un essai clinique contrôlé randomisé et on cherche toujours des participants pour ce projet-là. Donc, ensuite, après avoir présenté ce projet Avatar Voix, je vais passer au second projet qui est le projet Avatar IRM. Merci. Ou pour le projet Avatar IRM, en fait, c'est après avoir voulu étudier les effets de la thérapie Avatar, on a voulu voir ces effets sur le cerveau particulièrement. Et donc, c'est le projet Avatar IRM. Donc, le projet Avatar IRM, il a pour but d'étudier justement les changements au niveau du cerveau après la thérapie Avatar et on va surtout s'intéresser aux aires cérébrales impliquées dans les émotions, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, le projet consiste principalement à faire un examen IRMF avant et après la thérapie par Avatar. Et pendant que les participants vont être dans l'IRM, ils vont voir leur avatar créé pendant la première séance de thérapie. Donc, avant de vous présenter les résultats que nous avons obtenus, je vais juste faire un bref aperçu sur la relation entre les hallucinations auditives et les émotions et pourquoi donc on va s'intéresser particulièrement aux aires cérébrales impliquées dans tout ce qui va être régulation émotionnelle, etc. Donc tout d'abord, on peut noter que les hallucinations auditives, elles sont associées à une détresse émotionnelle chez les personnes atteintes de schizophrénie. Et notamment, les difficultés à gérer ces émotions, ça peut participer en fait à la maintenance des symptômes de la schizophrénie. Donc, tout ce qui est gérer ces émotions, c'est ce qu'on va appeler la régulation des émotions. Donc, pour avoir une définition très scientifique, ça va être tous les processus automatiques ou inconscients ou conscients qui sont impliqués dans l'initiation, la maintenance ou la modification d'une émotion. Donc, pour faire simple, c'est en fait la façon dont on gère ces émotions. C'est comment on va les traiter nous-mêmes de façon consciente ou inconsciente. Par exemple, ça peut être de l'évitement où on veut pas trop avoir une émotion, par exemple de la colère, on va éviter
on va éviter d'avoir ce type d'émotion. Ça pourrait être une sorte de régulation émotionnelle. Donc, on peut noter que, en fait, la schizophrénie, elle va impacter justement cette régulation des émotions. Et en fait, des difficultés au niveau de la régulation des émotions peut être un facteur qui participe à la persistance des hallucinations auditives verbales. C'est pourquoi, en fait, on va s'intéresser principalement au niveau du cerveau, les aires cérébrales impliquées dans tout ce qui va être émotionnel dans ce projet-là. Et donc, pour faire un bref aperçu en fait du cerveau émotionnel, donc principalement, on a des aires limbiques qui vont être telles que l'amygdale en violet ou l'insula en orange, qui vont être principalement impliquées dans tout ce qui va être génération d'émotions, réponse émotionnelle, et des aires beaucoup plus frontales telles que le cortex préfrontal ou le cortex antérieur singulaire, qui vont être beaucoup plus impliquées dans tout ce qui va être le contrôle des émotions, donc plus ils sont activés, ça va être une meilleure régulation des émotions, par exemple. Donc, pour en revenir au projet de Avatar IRM, donc, comme je vous l'ai dit avant, les personnes vont faire un premier scan IRM, ensuite ils vont faire la thérapie Avatar, puis refaire un scan IRM pour qu'on puisse noter les changements au niveau du cerveau et notamment au niveau de ces aires cérébrales-là. Et pendant le scan IRM, bien sûr, les personnes vont être exposées en fait à leur propre avatar, ce qui peut générer pas mal d'émotions quand même. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats qu'on a pour le moment. Donc, en termes d'activation des aires cérébrales, après la thérapie, on note qu'il y a une augmentation de l'activité du cortex préfrontal médian. Le cortex préfrontal médian, c'est la petite zone rouge qu'on voit sur l'image en bas. Et c'est une aire cérébrale qui est principalement impliquée dans tout ce qui va être contrôle cognitif. Donc, c'est-à-dire que on suppose que plus il est activé dans notre étude, plus ça montre un meilleur contrôle sur ses propres émotions. Ensuite, en deuxième résultat, on a une diminution de l'activité de l'insula antérieure et l'insula est plus impliquée dans tout ce qui va être émotion ou réponse émotionnelle. Donc en fait, une diminution de son activité, ça peut laisser supposer que la réponse émotionnelle est beaucoup moins forte lorsque, après la thérapie, les participants sont exposés à leur avatar. Après avoir regardé l'activité cérébrale, on a regardé la connectivité entre les aires cérébrales. Donc, c'est en quelque sorte la connexion qu'il peut y avoir entre deux aires cérébrales. Et on a trouvé une augmentation de la connectivité entre le cortex antérieur singulaire, donc ça va être la zone verte, et l'amygdale, la zone rouge. Et dans la littérature, en fait, cette connectivité, elle est associée principalement à une amélioration de la régulation des émotions. Et on a voulu essayer de confirmer ça aussi par nos résultats. Donc, on a regardé avec les questionnaires qu'on a fait passer aux participants, il y en avait un sur la régulation émotionnelle. Et en fait, les améliorations de régulation émotionnelle des participants après la thérapie, ça s'était associé en fait avec cette augmentation de la connectivité entre le cortex antérieur singulaire et l'amygdale. Donc, ce qui montre en fait qu'on a bien des changements au niveau cérébral après la thérapie Avatar, notamment des aires cérébrales impliquées dans les émotions, et que c'est bien associé en fait à des améliorations de la régulation émotionnelle, ce qui est plutôt positif. Donc, on peut en arriver donc je peux conclure ensuite sur ces deux projets qui montrent que la thérapie Avatar, de manière générale, montre une diminution des hallucinations auditives et des symptômes de la schizophrénie, ainsi qu'une diminution de la détresse émotionnelle associée aux hallucinations. Et de plus, on note qu'après la thérapie Avatar, il y a des changements au niveau du cerveau émotionnel et que ceci est vraiment associé à des améliorations de la régulation des émotions. Et ces projets sont toujours en cours et je vais laisser la parole à Marie-André sur la suite. Merci, Alexandra. Donc, pour la suite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire écouter quand même le témoignage de M. Hugo, donc qui a révélé son prénom, mais qui garde son nom de famille pour lui. Puis, ce qu'on a fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une photo de Hugo qu'on va voir. On a demandé à Hugo de se créer un avatar pour vous parler. Donc, ce n'est pas comme à l'habitude, l'avatar ne sera pas en mouvement, tout ça, ce sera plus une image fixe, mais vous pourrez entendre là, le témoignage de Hugo. Puis ce qui est intéressant chez Hugo, je fais juste une petite mise en contexte, c'est que en premier, il a fait la thérapie Avatar Voix, donc Avatar 3, la phase 3 de recherche Avatar, et durant laquelle il a été placé au hasard pour la thérapie cognitive comportementale, avec déjà des résultats intéressants, ce qui était très chouette.
Puis suite à son suivi, Avatar 3, il a fait le projet d'Alexandra, Avatar IRM. Donc, à ce moment-là, la thérapie de réalité virtuelle avec les scans avant et après. Donc, simplement pour la petite mise en contexte, là, pour comprendre le contenu. Donc, on va y aller. Hop. Donc, voici l'avatar de Hugo. Et on a un petit témoignage donc de 7 minutes que je vais partir à l'instant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu... Peut-être qu'il faut partager le son à l'externe. Parce que pour l'instant, on n'entend pas. Est-ce que vous entendez bien? Non, on n'entend pas du tout. OK, moi, j'écoute ça toute seule. OK. Non, c'est ça, je pense qu'il faut partager le son de la présentation aussi. OK. Ça se pourrait que ce soit dans Zoom. Oh là là. Ce qui est embêtant, c'est que ça fonctionne de mon côté. Fait que je ne sais pas à partir de quand ça fonctionne du vôtre. On vous le dira. Non. Ah là là. Peut-être essayer de mon côté. Alexandra, vu qu'on a le backup d'Alexandra qui avait le PowerPoint ouvert, est-ce que ça te dérangerait de faire le partage d'écran? Je vais stopper mon partage d'écran puis on essaie de ton côté, voir si c'est de mon côté le souci. Oui, on peut essayer de faire ça. Merci. Merci pour votre patience. Pas de problème. OK. Et je pense que c'est vraiment quand tu fais le partage d'écran, il fallait sélectionner partager l'audio à ce moment-là. Je pense que c'est juste ça. Et ça veut bien se lancer. Parfait. Bonjour, je m'appelle Hugo du projet Avatar. Pour faire bref, en fait, moi, je suis suivi à Louis H. Lafontaine depuis que j'ai 18 ans. En fait, j'avais un diagnostic à ce moment-là de schizoaffectif. Ça a été très long et difficile comme parcours. J'ai eu de la misère à plusieurs niveaux à cause justement de ma santé mentale et de la situation au niveau de la consommation. Donc, j'ai passé à travers de nombreuses épreuves qui ont testé ma vie en tant que telle. J'ai passé à travers des épreuves qui m'ont fait grandir. C'était très difficile par moments. En fait, il y a certaines situations qui ont fait que à 23 ans, je me suis rendu en itinérance. Ça a été une période très difficile et traumatisante. Par la suite, par chance, j'ai réussi à me trouver un logement. J'étais âgé alors de fin 24 ans. Et à ce moment-là, j'ai dû vivre une bonne année dans des conditions de santé mentale assez déplorables. Donc, finalement, j'ai été hospitalisé à ce moment-là. Donc, je devais avoir début 25. Et à ce moment-là, dans mon logement, j'ai entendu pour la première fois une voix
La voix m'a dit, c'était comme une voix dans une radio, comme un walkie-talkie, qui me disait on a notre truite. Donc, comme s'il venait de me pêcher. Donc, à partir de ce moment-là, les voix sont devenues très importantes. J'avais des hallucinations auditives et visuelles pendant un bon moment dans mon logement. Finalement, mes parents ont réussi à obtenir une ordonnance de la cour pour faire un suivi et que je sois hospitalisé à ce moment-là. C'était un moment très difficile, très traumatisant aussi. Par rapport aux voix, les voix m'insultaient, me menaçaient à plusieurs moments. En fait, les voix étaient constantes, donc je n'avais jamais de répit et je dormais très peu, donc rien pour aider à ce moment-là. J'ai réussi à m'en sortir de justesse. Encore une fois, j'avais un ange qui veillait sur moi, mais j'ai entendu des voix pendant une longue période par la suite. Des voix méprisantes, des voix méchantes, des voix menaçantes. Et plus le temps avançait, plus j'avais de la difficulté à gérer ces situations-là. Mais par la suite, après un rendez-vous avec mon psychiatre, j'ai parlé à un homme qui était en bas de l'hôpital, dehors, en train de fumer. Puis il me parlait que son fils a suivi le projet Avatar, donc le projet qu'on participe actuellement. Ça doit faire environ 2 ans de ça. Je vais avoir 26, présentement j'ai 28. Et j'ai fait un grand cheminement grâce au projet Avatar. On a commencé par un TCC, qui est une thérapie cognitivo-comportementale. Donc, comment gérer de façon cognitive mes voix. J'ai appris grâce à ça que mes réactions, ma façon de voir les voix puis d'aborder ces voix-là était importante. Ça m'a permis car à un certain moment, mes voix étaient très méprisantes et insultantes, donc je me fâchais. Je leur répondais à haute voix de se taire. On se me disait même des mots pas beaux, puis ça, puis finalement, grâce à cette partie-là du projet Avatar, j'ai appris à gérer mes émotions par rapport à mes voix, à accepter mes voix. Donc, depuis ce temps-là, j'ai un suivi, évidemment, à l'hôpital. Une fois au mois à ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai été transféré de clinique troubles concomitants jusqu'à la clinique ici à la S. Et le projet Avatar m'a vraiment permis de comprendre mes voix et de comment bien réagir face à mes voix. Par la suite, j'ai complété le processus et j'ai décidé de faire la deuxième partie qui est le projet Avatar avec l'Avatar. Ce fut une expérience quand même impressionnante. Le fait d'être dans la réalité virtuelle, c'est pas du tout comme la réalité de tous les jours. Et depuis, je dirais quelques mois, peut-être 1 an ou 2 gros max, ben évidemment, grâce à mon suivi médical, j'ai une méditation qui aide beaucoup à ce niveau-là. Je dirais que mes voix, en termes de temps, sont environ de 5 à 10% du temps que j'entends des voix. Et, heureusement, j'ai appris à avoir une relation envers ces voix-là. Et certaines de ces voix ont fait volte-face et j'ai réussi à avoir même une relation positive envers mes voix. Donc, certaines voix me disent « Je t'aime, t'es mon idole, je suis fier de toi, beau travail ». Souvent pour compenser les voix plus néfastes, qui sont jalouses, qui m'en veulent pour le passé et plein de choses comme ça. Et maintenant, je dirais que on atteint entre 60, 70, 40, 30 voix positives pour le 60-70 et voix négatives pour le 40-30. Et
c'est environ 5 à 10% du temps, gros max 15% les mauvaises journées, quand l'anxiété prend le dessus ou peu importe, ou qu'il y a une situation stressante. Et maintenant, grâce à mon processus, j'ai appris à comprendre comment réagir face aux voix et comprendre aussi que je ne suis pas seul là-dedans et en même temps pouvoir aider la recherche pour que on sache mieux intervenir dans certaines situations où les voix sont présentes et déplaisantes. Donc, j'espère que mon témoignage pourra aider quelqu'un quelque part et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci, au revoir. Donc, voilà le témoignage de Hugo. Merci de m'avoir permis de Bonjour, je m'appelle Hugo du projet Avatar. Oh! Qu'est-ce que tu disais, Tania? Je disais merci beaucoup de nous avoir permis d'entendre quelqu'un qui a réellement vécu cette expérience-là. C'est vraiment apprécié. Oui, c'est chouette. Puis il est très articulé aussi, donc c'était vraiment très agréable de recevoir ce témoignage-là. Puis on passe quand même de quelqu'un qui disait que c'était constant et que maintenant, dans les mauvais jours, c'est 15% du temps. Donc, c'est plutôt chouette comme résultat, là. Donc, le projet Avatar Voix puis le projet Avatar IRM, c'est toujours actif. On recrute toujours des participants. Puis, on serait content de recevoir de nouvelles personnes. On est donc en phase 3 de recherche. C'est sûr que quand on participe avec nous, on a une thérapie, c'est gratuit, il n'y a pas d'attente. C'est sûr qu'on ne sait pas quel type de thérapie on fait quand on donne notre candidature à la thérapie par avatar, sauf que dans l'un ou l'autre des cas, vous avez vu dans les résultats demeurent intéressants autant pour la TCC que pour la thérapie avatar roi. C'est gratuit, il n'y a pas d'attente, ça vaut le coup. C'est sûr que ça implique de faire quelques évaluations avant, après la thérapie, mais en même temps, ça nous permet de voir les améliorations. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles seront maintenues dans le temps? Donc, je n'invite pas de vous inscrire. Les critères d'inclusion, on les voit à l'écran. Donc, il faut avoir 18 ans ou plus. Un diagnostic de schizophrénie ou trouble schizoaffectif et des hallucinations négatives. On n'a pas besoin de dire que c'est des hallucinations. S'il y a des gens qui entendent la télépathie puis que ça les fait souffrir, c'est correct. S'il y a des gens qui entendent les voisins puis ça les fait souffrir, c'est correct aussi. On va travailler ça. On va travailler les voix que les gens entendent. On n'a pas besoin de mettre de mots dessus. OK? Donc, ici aussi, il faut avoir essayé au moins 2 antipsychotiques pour pouvoir participer, parce qu'après 2 antipsychotiques, on se dit, ben là, peut-être qu'il y a une résistance à la médication, puis ce serait intéressant de compléter avec une thérapie. Donc, également, ça ne remplace pas la médication. Quand on vient nous voir, il faut prendre la médication. On ne l'enlève pas, on la continue en cours de route. C'est un complément. OK? Puis, bien entendu, pour pouvoir participer, il faut avoir une médication stable depuis au moins 6 semaines. L'objectif de ça, c'est de voir que les améliorations qu'on voit, elles sont vraiment provoquées par la thérapie qu'on suit et non par un changement de médication en cours de route. Si les changements de médication sont récents, vous êtes allumé maintenant, vous voulez vous inscrire maintenant, venez me voir, ça va me faire plaisir. Puis on va regarder ensemble, on va faire un suivi en fait pour voir à partir de quand ensuite la médication est stable. On s'appellera aux 2 semaines, au mois, aux 2 mois, c'est pas grave, je suis disponible, je suis là pour ça. OK? Donc, au niveau des critères d'exclusion, il y en a quelques-uns quand même. Donc, si on a des troubles neurologiques sévères ou une instabilité sévère, en fait, c'est peut-être juste pas le bon moment. Quand on a une instabilité sévère, ça va vraiment moins bien. Ça ne veut pas dire qu'on vous refuse pour toujours. Ça veut dire que là, pour le moment, ce n'est pas le bon moment, mais ça le sera peut-être un petit peu plus tard. OK? Puis, s'il y a une psychothérapie pour le traitement des voix en cours, également, là, c'est juste pas le bon moment. Aussi, on va attendre la fin du suivi thérapeutique que vous faites. Par contre, s'il y a un suivi au long cours avec un thérapeute, puis que l'action n'est pas directement sur les voix, puis tout ça, là, vous êtes le bienvenu quand même, là, au niveau des suivis avec nous. Donc, à la toute fin, oui. Mais je sais qu'à la toute fin, il y a vos coordonnées pour vous contacter directement. Je crois qu'elles sont aussi sur notre site web dans la section participer à un projet de recherche. Mais si les gens oublient de noter puis qu'éventuellement ils repensent à ça puis ils veulent participer, n'hésitez pas à nous contacter à la SQS, que ce soit par téléphone, par courriel, ou en parler à votre père aidant ou père aidant famille. On va vous mettre en contact avec l'équipe de recherche.
Puis maintenant, Stéphane est là. On est vraiment content de le voir. Donc, je vais lui donner la parole. Mais Stéphane, je vais t'inviter peut-être à te présenter en entier avant. Ok. Alors, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon, tout est beau? OK. Alors, désolé du retard, là, j'ai vécu quelques petites heures froides, mais c'est correct, là, c'est contrôlé, ça va beaucoup mieux. Donc, essentiellement, Stéphane Potvin, je suis professeur titulaire à l'Université de Montréal, chercheur au centre de recherche qui est associé à l'Institut, puis je m'intéresse principalement à la schizophrénie. L'année passée, j'étais venu faire une présentation sur la légalisation du cannabis. Pourquoi présenter là-dessus? Bien évidemment, là, parce que il y a des enjeux qui sont très importants quand on s'intéresse à la schizophrénie, la psychose, les hallucinations, c'est clairement des enjeux fondamentaux. Un autre des enjeux fondamentaux, c'est clairement la question de la consommation de cannabis qui peut avoir des impacts néfastes là, chez les personnes qui ont le trouble, chez les familles, pour le personnel soignant, c'est un gros enjeu clinique. Alors, je ne vais pas parler en longueur de la légalisation du cannabis pour plonger rapidement le vif du sujet, mais peut-être juste une petite slide pour quand même restituer le contexte que nous, nos préoccupations là, sur les troubles psychotiques, les troubles mentaux graves, on n'est vraiment pas, on fait partie des plus grandes préoccupations quand on parle de la question de la légalisation du cannabis. On est au cœur d'enjeux très, très, très importants. Alors, je pense de manière générale, les gens en santé mentale sont pas super à l'aise avec la légalisation du cannabis pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais il y avait quand même aussi à la base raisons qui faisaient en sorte qu'ils ont incité le gouvernement à vouloir faire un changement de politique. Je les rappelle brièvement, là, mais d'abord, la prohibition, le fait que la substance soit pas légale, c'est pas une politique qui marche très bien. C'est quelque chose qui fonctionnait super bien, quelqu'un qui l'aurait remarqué, mais en général, ça marche pas. Au Canada, par exemple, il y a une période de temps où on était des champions de la consommation de cannabis chez les jeunes. La prohibition, ça n'a pas marché. Il y a aussi qu'avec, dans un contexte de prohibition, il y a des gens qui peuvent se retrouver des casiers judiciaires pour quelque chose qu'on considère peut-être une offense relativement mineure, là, de juste posséder du cannabis. Puis, il y a un des gros impacts néfastes aussi de la prohibition, c'est que tous les profits de la vente du cannabis se retrouvent dans les poches du crime organisé, plutôt que se retrouver dans les coffres de l'État, où là, le gouvernement, lui, pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus constructif avec les fonds, soit faire des campagnes de prévention, aider au développement de nouvelles interventions, effectuer des campagnes de sensibilisation. Puis, un autre enjeu aussi très important, s'assurer, quand on légalise une substance, s'assurer d'avoir un contrôle sur le produit, s'assurer que ce qui va être vendu dans les succursales, ça soit un produit qui soit le moins néfaste possible pour la santé des gens. Ça, je vous le dis, on va en reparler dans quelques minutes quand Inès va faire sa présentation, parce qu'il y a des enjeux au Québec par rapport à ce qui est vendu à la SQDC. Toujours est-il que, comme je le disais, oui, petite question. La conférence l'année dernière, qui était en septembre aussi, était vraiment très intéressante. Puis j'invite les gens qui sont présents, qui voudraient avoir la présentation au complet, à se connecter dans notre zone membre du site web où ils peuvent avoir accès à toute la collection de nos conférences, dont la vôtre de l'année dernière. Excellent, super. Donc, il y a des avantages de la légalisation, mais il y a aussi des craintes. Et parmi les grandes craintes qu'il y avait avant la légalisation, il y avait 4 majeures. Il y avait l'impact de la légalisation chez les jeunes. Il y avait l'impact sur le développement des problèmes de consommation chez les jeunes. Les impacts aussi sur l'accident de la route. On n'a toujours pas une façon de bien évaluer si quelqu'un a un état d'intoxication malgré que la substance est légale. C'est quand même un petit enjeu pour les polices. Puis, par ailleurs, il y a l'enjeu de la psychose. Clairement, c'est un des enjeux majeurs. Alors, pourquoi c'est un enjeu majeur? Là, je pense que je m'adresse à un auditoire qui est bien au courant de ces enjeux-là, mais je les rappelle juste pour bien camper pourquoi c'est important d'avoir de nouvelles interventions pour les populations qui ont à la fois un trouble psychotique, des problèmes de consommation. Donc, à la base, c'est maintenant bien établi là, que le cannabis, c'est un facteur de risque dans le développement de la psychose. On ne rentre pas dans les détails de la recherche, là, mais aujourd'hui, quelqu'un qui dirait non, je ne suis pas convaincu de ça, les données sont vraiment robustes. On sait aussi qu'il y a une forte association entre les problèmes de consommation puis le premier épisode psychotique. Ça peut être souvent un facteur qui va le déclenchement du premier épisode. Malheureusement aussi, la consommation va être un facteur qui va nuire à la suite des choses après le premier épisode. Les gens qui vont consommer de manière générale peuvent faire plus de rechutes psychotiques, avoir plus d'anxiété, de dépression, moins bon fonctionnement, peut-être plus une moins bonne qualité de vie. Donc, c'est un enjeu qui est très, très préoccupant par la suite des choses, ce qui fait en sorte qu'il y a nécessité de développer des interventions pour les gens qui ont les 2 troubles. C'est-à-dire un problème de consommation, puis aussi un problème de santé mentale associé.
Pour la suite des choses, je parlais des troubles psychotiques, mais aussi des troubles mentaux graves de manière plus générale, parce que les problèmes de cannabis, c'est pas juste dans la psychose qu'on retrouve ces problèmes-là. On les retrouve aussi chez les gens qui ont un trouble bipolaire, chez les gens qui ont la dépression majeure. Donc, en termes d'intervention, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des interventions, il y a des interventions psychosociales qui ont été développées pour les gens qui ont un problème de consommation, mais qui n'ont pas une comorbidité psychiatrique associée. Puis, grosso modo, les interventions qui ont été développées, ça marche quand même passablement bien. Les types d'interventions qui sont disponibles, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, l'entretien motivationnel. Il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment les 2 interventions principales. Puis, ça fonctionne quand même pas mal bien pour les personnes qui ont un problème de consommation sans avoir un trouble psychiatrique récurrent. La moins bonne nouvelle, c'est quand on se tourne chez les gens qui ont un double diagnostic, donc à avoir un problème de santé mentale et aussi un problème de consommation, les mêmes interventions dont je viens de parler juste avant, entretien motivationnel, TCC, etc., ça marche moins de manière générale, ce qui peut faire un petit peu de sens si vous avez 2 problématiques. Ça se peut que l'enjeu de la consommation soit un petit peu plus difficile là, à régler. Donc, malheureusement, ces interventions-là, qui ont une efficacité démontrée chez les gens qui n'ont pas eu de diagnostic, quand on arrive chez les gens qui ont un double diagnostic, ça fonctionne moins bien. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une nécessité de développer de nouvelles interventions. Puis comme on l'a vu dans la présentation, mais je n'étais pas là, mais je connais tout de même la présentation d'Alexandra, la réalité virtuelle a un potentiel qui est vraiment intéressant. Il y a toutes sortes d'interventions qui ont été développées là, pour les troubles anxieux, évidemment la thérapie avatar pour les hallucinations. Puis il y a aussi des gens qui se sont dit, pourquoi pas utiliser la réalité virtuelle pour développer des interventions pour les gens qui ont des problèmes de consommation. Pourquoi pas? Il y a des choses qui ont été faites à date. Grosso modo, ce que les gens vont faire, ils parlent beaucoup d'un principe qu'on va exposer la personne qui a un problème de consommation à un environnement qui la fait craver. Puis à force de l'exposer, éventuellement, la personne va s'habituer, va avoir moins de craving, puis ça va l'aider. Les environnements qui ont été créés à date, c'est beaucoup des environnements statiques. C'est un environnement virtuel avec un personnage qui ne bouge pas, qui présente la substance, puis là, ça provoque un peu de craving, des envies de consommer chez la personne, puis ça s'arrête un peu là. Alors, est-ce que ça fonctionne? Honnêtement, c'est pas l'idéal. Ça a été surtout essayé pour les gens qui ont des problèmes avec la cigarette, mais les résultats ne sont pas spectaculaires. Puis, c'est pas nous qui le disons, ce sont les gens qui ont fait ce type d'intervention. Ce que les gens ont remarqué, c'est qu'une des grosses limites des interventions qui existent en réalité virtuelle, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les personnages qu'on retrouve dans l'environnement virtuel, puis le consommateur et la consommatrice. Et que ça fait en sorte que ça fait des interventions qui sont pauvres, qu'il n'y a pas le côté, le dialogue qu'on retrouvait justement quand il était question de la thérapie avatar. Il y a des gens qui ont dit, à ce moment-là, peut-être que ça prendrait des interventions pour la toxico, où c'est possible de créer un personnage important pour la personne, puis d'entrer en dialogue avec cette personne-là. Le truc, c'est que avoir cette idée en tête puis le faire, c'est un petit peu plus compliqué de le faire parce qu'à la base, il faut au moins avoir une plateforme technologique pour le faire. Et ça donne qu'ici à Montréal, on a justement cette plateforme-là. Là, il y a Alexandra qui a présenté, oui, tu peux peut-être juste laisser la tête devant, la thérapie avatar. Donc, ça, c'est une plateforme qui fonctionne très bien pour la thérapie pour les hallucinations. On peut très bien imaginer que cette même plateforme-là, on pourrait l'utiliser pour créer d'autres types d'interventions qui touchent à d'autres problématiques. On peut créer un personnage, le psychiatre l'anime en temps réel, la personne va entrer en dialogue avec le consommateur et la consommatrice en temps réel pour aborder des enjeux dans la vie de la personne. Donc, on a cette plateforme-là qui permet ça. Alors, ce qu'on s'est dit qu'on pourrait faire, c'est d'adapter la plateforme technologique de réalité virtuelle utilisée pour la thérapie pour les hallucinations, puis l'adapter un petit peu pour en faire une thérapie, une intervention pour des gens qui ont des problèmes de consommation et une comorbidité psychiatrique. Ce qui change ici, c'est qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, le personnage du démon, le démon va être remplacé par une personne qui est significative dans la vie du consommateur ou de la consommatrice. Ça peut être toute une panoplie de personnages, mais grosso modo, ça peut être des personnages qui peuvent inciter le consommateur ou la consommatrice à consommer. Ça peut être le meilleur ami avec qui c'est donc le fun de consommer. Ça peut être le pusher qui en offre. Ça peut être aussi des personnages qui entraînent une relation peut-être plus négative avec la personne qui consomme, parce qu'on sait que les émotions négatives, c'est quand même un des facteurs là,
qui incite les gens à consommer. Ça peut être une personne avec qui je suis en conflit, ça peut être une personne dont je m'ennuie, une personne où je ressens de la tristesse ou de la culpabilité parce que je suis plus en relation avec elle. Donc, tout personnage qui a une signification dans la vie de consommation de la personne, on peut la recréer en réalité virtuelle. Puis par ailleurs, avec la plateforme dont on dispose, on peut aussi recréer les vêtements, mais aussi les environnements dans lesquels on plonge le personnage, avec lequel la personne va entrer en dialogue. Alors, ce qui change aussi dans cette intervention-là, c'est que bon, le démon est remplacé par, caricaturons, le pusher. L'autre chose aussi qui change, c'est que les principes thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Alors, cette fois-ci, ce qui va beaucoup être utilisé comme principe thérapeutique, c'est des principes qui sont utilisés dans les thérapies classiques pour les problèmes de consommation. On prend les mêmes ingrédients, mais ils sont transposés dans le contexte de la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce qui va être travaillé dans une intervention comme celle-là? La motivation au changement, qui est un enjeu fondamental chez les personnes qui consomment. Est-ce que j'ai le goût de changer? Ce serait quoi les avantages de changer mon comportement? C'est quoi les inconvénients de changer mon comportement? À quel point je suis motivé à changer? Il y a tout un travail aussi qui peut être fait sur la gestion des cravings. Quand j'ai envie de consommer, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède? Est-ce que je suis capable de tempérer un peu mes cravings, d'avoir un peu un contrôle sur mes cravings, puis pas céder à la consommation immédiatement? Quand j'ai des émotions négatives, je fais quoi avec? Comment je les gère? Est-ce que j'ai des façons qui sont efficaces? Est-ce que j'en ai d'autres qui sont moins efficaces? Est-ce qu'il y a d'autres choses de la consommation pour m'aider à gérer tous ces sentiments-là? L'identification de l'activité alternative, c'est majeur qu'une personne demandée éventuellement en vient avoir une certaine motivation à changer son comportement, mais qu'elle ne voit pas par quoi elle pourra remplacer la consommation dans ses journées. Ça aussi, c'est un écueil ça peut être un défi très, très, très important. Ouais, je suis motivé à consommer moins, mais je vais faire quoi de mes journées? Je ne sais pas trop quoi faire. Donc, tous des enjeux qui sont normalement abordés dans des interventions psychosociales pour la toxicomanie ont été transposés puis utilisés dans le contexte d'intervention qui vient d'être développé. On a à date réalisé un premier essai, puis on en a un deuxième qui vient d'être lancé. Pour la prochaine slide. Donc, dans le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui donne des résultats là, qui sont vraiment, vraiment encourageants. Donc, grosso modo, c'est un projet où les gens sont évalués avant que l'intervention débute, et ensuite l'intervention en tant que telle qui est offerte aux participants. Puis ensuite, il y a des évaluations qui sont faites à période répétée après l'intervention, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 12 mois plus tard. Je n'entrerai pas dans le détail de tout ce qui est évalué, là, ça va être un peu ennuyant sinon. Simplement dire que c'est vraiment exhaustif. Hein? C'est la qualité de vie, le fonctionnement, la consommation, les symptômes psychiatriques. C'est une grosse évaluation qui est faite. On veut voir de manière générale tout l'impact de la consommation. Puis quand la personne arrive à mieux contrôler sa consommation, quels sont aussi les impacts sur ses symptômes, sur sa qualité de vie, etc. Alors, la manière que ça se déroule, c'est qu'au début, il va y avoir tout un travail qui va être fait pour bien comprendre l'historique du consommateur puis de la consommatrice pour comprendre quels sont les patterns de consommation de la personne. Est-ce que c'est une personne qui consomme surtout le soir? Est-ce que c'est la fin de semaine? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est la personne quand elle est retirée dans son coin, quand elle est stressée? Tout ça va être extrêmement important pour ensuite construire les séances d'intervention. Et ensuite, il va y avoir une période où il va y avoir des avatars qui vont être créés, c'est très flexible pour cette intervention-ci. Donc, ça peut être des personnages de toutes sortes. Ça peut être l'ami avec qui c'est le fun de consommer. Ça peut être le père avec qui je suis plus en contact et déjà été en conflit. Ça peut être toutes sortes de personnages qui ont une importance dans la vie des consommateurs et des consommatrices. Puis ensuite, il va y avoir les séances en tant que telles d'immersion dans la réalité virtuelle, où il va y avoir une préparation qui va être faite, suivie des séances immersives en tant que telles, qui durent environ 15-20 minutes. Puis, il va y avoir ensuite une espèce de petit debriefing par la suite, s'assurer que tout fonctionne bien. Prochaine slide, là. Alors, là, c'est bien abstrait. Je pense qu'on va rentrer plus concret, ça va être plus distrayant. Donc, on voit ici, docteur à gauche, docteur Alexandre Guillemet, qui est celui qui a mis tout ça ensemble là, à partir de comment on par des principes de toxico, puis on les applique dans une intervention en réalité virtuelle. C'est un défi important de pouvoir faire cet arrimage-là. Donc, pour la personne qui se présente au laboratoire, quand elle va porter la case de réalité virtuelle, ce qu'elle va voir, c'est non pas le psychiatre ou le psychologue, c'est vraiment son personnage, son avatar qui a été créé en réalité virtuelle. Et ça, c'est quand même un élément qui est fondamental, c'est que les gens qui ont un problème de consommation, ça peut leur arriver quand ils vont aller voir leur professionnel de santé,
peut-être un petit peu être gênés de parler de leur problème de consommation, peut-être pas, ils peuvent peut-être avoir une certaine retenue à en parler. Là, ici, le contexte est complètement changé. C'est qu'au lieu d'être en train de parler directement avec votre psychiatre, vous êtes en train de parler avec un personnage qui a une importance dans votre vie. Puis nous, on a des raisons de penser que ça peut faire en sorte que ça peut lever des inhibitions, puis faire en sorte que les gens vont parler beaucoup plus facilement de leurs enjeux. En début du projet, il y a une personne qui a fait une intervention plus classique et qui a fait la thérapie, l'intervention Avatar Conso. Ce qui est vraiment frappant de voir, c'est que les thèmes étaient très, très, très similaires, mais le ton de voix était vraiment, vraiment différent. Il y a quelque chose de beaucoup plus incarné, plus spontané, plus chargé émotionnellement dans l'intervention avec la réalité virtuelle. On peut donc lancer l'animation. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Alors, la personne crée son avatar, qui peut être l'ami avec qui c'est plaisant de consommer, et va choisir parmi 3 environnements qui correspondent le plus à sa réalité. Donc, ça peut être, par exemple, un bar, un pub, un bar. Ça, c'est le premier exemple. Les objectifs thérapeutiques, ce sont des objectifs qui seraient, comme je l'ai dit tantôt, les objectifs qu'on verrait dans une intervention classique, mais le contexte est complètement différent. Deuxième petit environnement qui est l'appartement. On peut rajouter là, certains, comme un cendrier, cigarette, on peut faire des petits ajouts comme ça. Comme j'ai dit, les cibles d'intervention, ce sont les cibles d'intervention qu'on verrait normalement. Hein, la gestion des envies de consommer, la gestion des émotions négatives, trouver des alternatives à la consommation qui est un gros enjeu. Tout ça va être abordé, mais avec une personne significative pour le consommateur et la consommatrice. Autre environnement, le parc. Les environnements, soit dit en passant, c'est pas nous qui avons sorti ça de notre chapeau. On a demandé à des personnes ayant un double diagnostic on les a consultés, leur demander qu'est-ce qui ferait le plus de sens comme environnement. Donc, c'est pas nous qui avons décidé qu'est-ce qui seraient les environnements les plus importants. Ce sont les personnes directement concernées qui nous ont conseillé de choisir ces 3 environnements-là. On a trouvé que c'était d'excellentes recommandations, bien évidemment. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne? Alors, cette slide-là, juste celle d'avant, juste rapidement, et il y a beaucoup trop d'informations, pas besoin de tout ça en tête, je vous le promets. Essentiellement, ce qui est important de tenir, c'est que les résultats que je vais vous présenter, c'est chez 19 personnes qui ont fait avant et après la thérapie. Pour ce qui est des autres périodes de suivi à 3 mois, 6 mois et 12 mois, il y a moins de personnes qui ont complété l'intervention, quoique ces chiffres-là, les choses ont continué par la suite. Donc, après le 3, 6, 12 mois, tout ce que je vais présenter, il faut considérer ça comme étant préliminaire. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le pré-post chez 19 personnes. C'était surtout des gens avec des troubles psychotiques, mais quelques personnes aussi avec troubles bipolaires, dépression majeure, surtout des hommes. OK, donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, ici, encore une fois, trop de chiffres. On va élaguer ça au maximum. Ce qui est vraiment important, c'est l'image de gauche. Ce qui a été observé avec cette intervention-là, c'est qu'avant de rentrer dans l'intervention, les gens qui ont fait l'intervention consommaient quelque chose comme environ 22 joints par semaine. Ça, c'est environ 3 joints par jour. Après la thérapie, c'était rendu plutôt à 10. C'est vraiment une diminution qui est substantielle. C'est une diminution qui est plus de la moitié. On passe de 3 joints par jour à 1,5 joints par jour. Donc, c'est vraiment un gros changement. Puis, on voit que, bonne nouvelle, ça semble se maintenir, mais ça, je répète, là, c'est sous toute réserve. Ces chiffres-là ne sont pas complètement à jour. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Il y a vraiment une diminution de la consommation. Prochaine. OK. Dans les interventions qui ont été développées chez les gens qui ont des problèmes de consommation, malheureusement, les gens vont se concentrer sur une substance puis ils vont oublier de regarder les autres. Et ce qui a déjà été observé pour certaines interventions, c'est que, je ne sais pas, vous n'avez pas une intervention pour l'alcool, les gens consomment moins d'alcool après l'intervention, mais oups, ils ont compensé dans la cigarette puis dans le cannabis. C'est pas ça qu'on veut. Alors, ce qu'on a fait, c'est juste s'assurer que ce n'était pas le cas avec l'intervention dont je vous parle aujourd'hui. Puis effectivement, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu un phénomène de compensation avec une autre substance. Les autres substances, l'alcool, stimulants, etc., on n'a pas vu d'augmentation, même une diminution aussi des autres substances, même si la cible à la base, c'était le cannabis. Autre point aussi que je voudrais mettre en relief, c'est que quand on fait une intervention comme ça, puis qu'on demande aux gens de nous parler de leur consommation, c'est quelque chose qui est auto-rapporté. Ils vont nous dire, dans la dernière semaine, moi, j'ai consommé
une vingtaine de joints. Et ça, c'est auto-rapporté. Puis, il y a bien des gens qui se disent, ouais, mais c'est pas parfait. Peut-être que les gens peuvent avoir tendance à sous-estimer leur consommation, à pas tout dire, c'est peut-être pas complètement fiable. Est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose d'un petit peu plus objectif? C'est effectivement un des problèmes qu'il y a avec les interventions qui sont offertes. On peut jamais être complètement sûr que ce que les gens nous disent, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu rajouter une mesure un petit peu plus objective de la consommation, qui est d'aller mesurer le THC une fois qu'on l'a fumé. Il y a un métabolite qui va se retrouver dans l'urine, peu importe son nom, on peut le quantifier. Alors, ce qu'on a fait, puis c'est un bon indicateur de manière générale de la consommation de la personne. Ce qu'on a observé dans ce projet-ci, c'est qu'il y avait une très, très forte relation entre ce que les gens nous disaient verbalement. Donc, moi, cette semaine, j'en ai consommé 3 joints, moi, j'en ai consommé 8, et ce qu'on voyait au niveau des dépistages urinaires. Vraiment dit, chez qui on a vu une grosse diminution du nombre de joints dans l'intervention, on voyait aussi une grosse diminution des taux du THC là, dans l'urine. Donc, ça donne beaucoup de poids, beaucoup de crédit à l'idée qu'il y a eu réellement une diminution de la consommation et que ce n'est pas les participantes qui ont voulu faire plaisir à l'équipe de recherche, quelque chose de réel qui s'est passé en cours de traitement. Puis ça, c'est vraiment important. Les gens ont consommé moins, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait moins de problèmes, aussi associés à la consommation. Donc, si on regarde l'image de gauche, c'est un peu aussi ce qu'on voit, que grosso modo, il y a eu une diminution des problèmes associés à la consommation de cannabis. Si on regarde l'effet pré-intervention, post-intervention. Des petites améliorations au niveau de la motivation au changement. Prochaine slide. Puis par ailleurs, il y a un début de commencement de changement au niveau de la qualité de vie. Mais évidemment que la qualité de vie, c'est pas qu'il change en 2 jours, là. Je sais pas, retourner à l'école ou des gros changements qui changent la qualité de vie, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, c'est normal qu'il y ait des changements plus modestes pour la qualité de vie, mais on voit que, grosso modo, ça se fait une très bonne trajectoire. Puis ça, c'est vraiment fondamental parce qu'en bout de ligne, ce qu'on souhaite, c'est que si je consomme moins, on souhaite qu'il y ait une vie plus intéressante et plus satisfaisante. C'est l'objectif ultime, là. Puis par ailleurs, on aurait pu se demander qu'est-ce qui arrive au niveau des symptômes. Tu sais, les gens changent leur consommation, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'ils vont avoir moins de symptômes? J'espère qu'ils n'en auront pas plus, surtout. Puis, grosso modo, il n'y a pas eu, là, si on regarde juste le pré-poste, il ne s'est rien passé de vraiment fondamental. Donc, c'est une stabilité au niveau des symptômes, là. Puis, possiblement une amélioration pour les mois suivants. Alors, grosso modo, pour ce premier projet-là, ce qu'on voit là, c'est que c'est très, très encourageant. Je le répète, la consommation, un gros problème chez les gens qui ont un trouble orthographe. Les interventions pour les gens qui ont un double diagnostic, n'est pas super efficace malheureusement. Mais là aussi, on a une intervention qui utilise une version très enrichie de ce que c'est la réalité virtuelle, qui montre des impacts très positifs sur les quantités consommées, sur la sévérité du trouble de consommation, sur la qualité de vie, etc. Donc, c'est très, très, très prometteur. C'est très, très, très haut. Donc, dans les objectifs dans les prochaines étapes pour la suite, il y a d'une part compléter le premier essai, puis autre objectif fondamental, c'est que, étant donné qu'on avait des résultats très, très, très prometteurs, on a pu appliquer pour une demande de subvention des instituts de recherche en santé du Canada et excellente nouvelle, on a pu obtenir un financement pour réaliser un essai randomisé contrôlé de grande échelle pour vraiment faire la démonstration que cette intervention-là est vraiment efficace pour les problèmes de consommation chez les gens qui ont des troubles orthographes associés, puisqu'il s'agit d'une préoccupation clinique majeure. Et je le répète, c'est un enjeu qui est fondamental aussi dans un contexte de légalisation de la substance. Prochaine. Je pense que c'est Marie-André qui reprend la parole, c'est ça, oui? Okay. Exactement. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Donc, l'objectif de ce nouvel essai randomisé contrôlé, en fait, c'est de démontrer la supériorité de l'intervention Avatar Cannabis à un autre type d'intervention classique en toxicomanie. Donc, comment qu'on fait ça? C'est un peu comme le projet Avatar Voix. Donc, il y a une thérapie de comparaison qui est offerte et on ne peut pas choisir. C'est sous forme de pige, donc une randomisation. Qui est faite. Ni le participant, ni nous ne pouvons choisir. Donc, il faut être prêt à faire l'une ou l'autre des interventions là, quand on applique.
mais c'est la même chose. Il n'y a pas d'attente. Dans les deux cas, vous avez une intervention. La durée, elle est la même et les objectifs à atteindre sont les mêmes. OK? Les approches sont simplement différentes. Donc, l'étude est financée par les IRSC, comme Stéphane l'a dit, pour traiter 150 patients. On est au début complètement, là, on en est à 15 participants recrutés en ce moment. Donc, il y a de la place. Ne vous gênez pas de vous référer ou de référer des proches, d'en parler autour de vous également. Donc, la randomisation, on en a... Oups! Oui, donc la période de recrutement, là, on commence tout juste, là, donc gênez-vous pas, on ne disparaît pas. Puis la différence lors d'un essai randomisé contrôlé, c'est que les évaluations sont à l'aveugle. Donc, les évaluatrices qui font les évaluations après la thérapie ne savent pas ce que les gens ont fait comme type de thérapie et ne pourront pas vivre le biais à ce moment-là de dire « Ah ben moi, je crois beaucoup en tel type de thérapie, donc bien entendu, notre personnel ne fait pas ça. » Mais donc, vivra pas cette espèce de petit biais inconscient qu'on pourrait avoir en cotant les gens. Donc, les évaluations sont vraiment faites à l'aveugle par les intervenants. Les participants, bien sûr, savent quel type de thérapie ils ont fait, mais doivent garder le secret lors des évaluations. On peut avancer, Alexandra. Donc, les critères d'inclusion, avoir plus de 18 ans, avoir un diagnostic d'un trouble lié à l'utilisation du cannabis d'intensité modérée, mais je vous dirais que les diagnostics ne sont pas toujours présents quand on consomme du cannabis, puis c'est correct de se référer à nous, juste de dire, ben moi, je consomme du cannabis, voici la quantité que je consomme, pour moi, c'est problématique, j'aimerais faire des changements. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça me convient très, très bien, même s'il n'y a pas de diagnostic de trouble de l'usage de substances qui est posé, on évaluera ça ensemble. Également, on peut consommer d'autres types de substances en autant que le cannabis fasse partie des majeurs. Encore une fois, ne vous privez pas de vous référer pour ça, on en discute ensemble. Il faut avoir un diagnostic de maladie mentale grave, donc la schizophrénie, trouble schizoaffectif, c'est impliqué. Tout ce qui est trouble psychotique, est impliqué au niveau des diagnostics acceptés. Au niveau de la stabilisation de la médication, c'est comme pour le projet Avatar Voix, on demande une stabilisation de médication depuis au moins 6 semaines parce que parfois, justement, les doses de médication gèrent des symptômes qu'on essaie de gérer avec la consommation de cannabis. Puis là, l'œuf avant la poule avant l'œuf, qu'est-ce qui améliore les effets sur la consommation? C'est pas si clair quand la médication varie un petit peu. Donc, là, pourquoi la stabilisation de médication pour ce projet? Même chose, par contre, la médication n'est pas stable, vous êtes modifié à faire des changements maintenant, venez me voir. On va en parler, on va faire un suivi jusqu'à temps que ce soit stable. Puis là, on enclenchera quand la médication sera stable depuis au moins 6 semaines. La chose qui est importante de savoir aussi, c'est qu'on est une approche de réduction des méfaits. Vous voulez arrêter de consommer, tant mieux, on va vous accompagner là-dedans. Par contre, ne vous privez pas de venir nous voir parce que vos objectifs sont moindres. Tous les objectifs peuvent être bons. De dire, ben moi, j'aimerais diminuer le pourcentage de THC dans mon cannabis, mais j'aimerais être accompagnée pour ça. Mais je veux consommer la même quantité, mais pas le même pourcentage de cannabis. Ça peut être ça. De déplacer la consommation en fin de journée, ça peut être ça. De dire, je vais aller voir mon psychiatre puis être capable de ne pas consommer avant d'y aller. Ça peut être ça. Je vais être capable de faire des activités avec des amis sans avoir consommé avant. Peu importe l'objectif, on va explorer ça ensemble, puis ça va me faire plaisir. Au niveau des critères d'exclusion, s'il y a un arrêt depuis moins de 6 mois, vous pourriez être éligible quand même. Donc, je vous demanderais de m'en parler, surtout si il y a des cravings qui sont vécus quand même, donc des envies impérieuses de consommer, puis de se dire « si j'ai été exposée à la substance, je ne suis pas sûre que je réussirai à me retenir. » On peut travailler ça. OK? Donc, le fait de vivre des cravings, ça peut être souffrant, puis ça peut se travailler. Donc, si ça fait 6 mois ou moins que l'arrêt de consommation a eu lieu, ben on peut peut-être faire quelque chose pour accompagner. Au niveau des troubles neurologiques, donc les troubles neurologiques sévères et ou troubles cognitifs, donc ne seraient pas acceptés parce qu'à ce moment-là, puis on ne parle pas de troubles cognitifs possiblement secondaires à la schizophrénie ou quoi que ce soit, là, on parle vraiment de type démence et tout ça parce qu'à ce moment-là, la capacité de faire des apprentissages est vraiment amoindrie, puis c'est moins approprié. Donc, s'il y a déjà une thérapie pour la consommation qui est en cours, on attendrait après la fin de votre thérapie. Donc, justement, pour ne pas mélanger les choses, puis qu'on sache les améliorations sont dues à quoi.
Par contre, si vous sortez d'une thérapie en cure fermée, des choses comme ça, après 6 semaines, on peut évaluer de vous intégrer dans la thérapie Avatar Cannabis parce que ça peut être un beau complément pour renforcer déjà une thérapie, par exemple, en cure fermée. Donc, maintenant, ça va être le projet de Inès. Je vais laisser Inès prendre la parole. Oui, merci beaucoup. C'était une belle introduction sur le cannabis, qui était plutôt côté intervention, mais on va repartir un peu côté recherche pour s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a dans le cannabis et quels sont les enjeux actuels au niveau du cannabis, du THC et des troubles psychotiques. Pardon, oui. Alors, dans la substance du cannabis, du coup, on a parlé de la légalisation. Il y a un avantage de la légalisation qui est le fait de pouvoir contrôler donc la qualité, mais aussi le dosage dans le cannabis. Donc, le cannabis, il est fait de 2 substances. Donc, il y a une substance psychoactive qui est le THC. Donc, c'est un peu la substance qui donne l'euphorie, qui modifie la perception, qui modifie l'humeur. Donc, c'est celle qu'on ressent le plus quand on fume quelque chose avec un fort taux de THC. On a une modification de toutes ces choses-là. Ça peut aussi soulager la douleur. Ça peut être utilisé en thérapie. Ça stimule l'appétit aussi beaucoup chez les personnes qui consomment. Et la deuxième substance qui est dans le cannabis, c'est le CBD. Donc, le CBD, c'est une substance qui est non psychoactive. Donc, on la sent moins agir au niveau du cerveau, mais elle peut avoir des effets notamment thérapeutiques, relaxants, anti-inflammatoires, et elle peut participer à la réduction de l'anxiété. Donc, comme je l'ai dit, ce qui va être un enjeu actuel, ce sont les concentrations dans le cannabis entre THC et CBD. Donc, on peut avoir des concentrations des fois qui sont complètement du CBD ou complètement du THC. Et l'enjeu actuel, en fait, ce qu'on remarque au niveau de l'échelle mondiale, c'est qu'on a une augmentation des concentrations de THC, donc la substance qui est psychoactive, qui a un impact sur le cerveau. Par exemple, dans les années 1970, on était à peu près à 1-2% de THC. Donc, quand on parlait de Woodstock et on voyait toutes ces personnes fumer des joints, c'était quand même un taux de THC bien inférieur à maintenant. On voit une augmentation. Donc, dans les années 2000, on passe à 10%. En 2018, on augmente jusqu'à des taux bien au-dessus de 15%. Pour ce qui est du Canada, on voit la même augmentation, voire plus. Donc, on est passé dans les années 1960 de 1,5% de THC jusqu'à arriver en 2018 à un taux autour de 15-20%. Donc ça, 2018, c'était au niveau avant la légalisation. Et on connaît le Québec qui a légalisé et qui vend du cannabis avec des taux où on connaît le THC et le CBD dans la substance au niveau de la SQDC. Et on atteint aujourd'hui des taux qui vont jusqu'à 30%. Donc, on peut se rendre à une succursale en ville et trouver des taux jusqu'à 30% de THC. Donc, on voit que c'est quand même une grosse augmentation. Et le CBD qui peut aller jusqu'à 16%. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette haute teneur en THC? Parce qu'elle a des conséquences qui ont été prouvées par la recherche. Donc, quand on parle de haute teneur, on parle par exemple de skunk ou sinsemilla, qui sont des sortes de cannabis à haute teneur en THC. Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites dans la population. Donc, on est allé regarder quels sont les effets de cette haute teneur en THC par rapport à une moins haute teneur, par exemple. Eh bien, on a trouvé qu'il y avait une association entre la haute teneur en THC et les symptômes psychotiques dans 6 études sur 6. Donc, on est quand même sur des résultats qui vont dans le même sens. Et il y a cette association-là. Et aussi, important, on a parlé tout à l'heure de la dépendance au cannabis. Eh bien, il y a une association entre la haute teneur en THC et le risque de développer une dépendance dans 4 études sur 6 qu'on a recensées dans l'étude de Freeman. Quand on parle de haute teneur en THC, c'est un peu flou, c'est un peu vague. Et ce qui est important de retenir, c'est que dans ces études-là, la définition de haute teneur, c'était à plus de 10% de THC. Donc, comme je vous l'ai montré dans les chiffres tout à l'heure, en fait, on dépasse bien plus en moyenne les 10%, et notamment auprès des patients qu'on voit au centre de recherche, on est autour de 22% de THC. Donc, il y a une nécessité de mettre à jour les connaissances et de mettre à jour les connaissances en fonction vraiment de taux précis de THC. Lors de la conférence du docteur Potvin l'année dernière à la SQS,
Il avait sondé l'intérêt d'en savoir plus sur les hautes teneurs en THC, qui sont vraiment un enjeu actuel où on voit un boom de ces teneurs. Et il y avait eu plus de 90% d'intérêt à propos de ce sujet-là. Alors, on va faire une petite parenthèse pour s'intéresser à un domaine qui est important à considérer dans la schizophrénie, qui est la cognition. Alors, la cognition, c'est tout ce qui nous apprend du coup en fait, à utiliser notre cerveau pour faire toutes sortes de tâches. Et on remarque que dans la schizophrénie, ça a été prouvé, il y a 70 à 75% des patients qui présentent des déficits. Ça peut être à plein de niveaux, ça peut être au niveau de l'attention, de la cognition sociale, beaucoup au niveau de la mémoire, de la vitesse de traitement de l'information. Mais ce qui est important pourquoi c'est important de regarder la cognition et l'impact de la schizophrénie sur la cognition, pardon, c'est que cette cognition-là, le fait qu'elle soit préservée, c'est ce qui prédit le mieux l'intégration sociale des patients. Donc ça prédit mieux l'intégration sociale des patients, le fait que la cognition soit préservée plutôt que la présence de symptômes négatifs ou positifs. Donc concrètement, la cognition, ça a un impact sur le fait que le patient puisse avoir accès à des études, à un travail, à des relations familiales saines. Donc c'est d'où l'importance majeure, en fait, quand les personnes consomment une substance, quel est l'impact sur la cognition, qui va avoir ensuite des conséquences majeures sur la vie des patients. Donc la grande question, c'est est-ce que la consommation de cannabis nuit à la cognition des personnes atteintes de troubles psychotiques et notamment schizophrénie? Alors, pour s'intéresser du coup à cannabis, cognition et schizophrénie, on peut regarder déjà les études dans la population générale. Donc, quelles sont les conséquences de la consommation de cannabis dans la population générale? Eh bien, il y a eu une recension de Dr Potvin de 52 études, où en fait, ce sont des études où on a administré des doses de THC à des personnes qui n'ont pas de diagnostic, de manière randomisée avec placebo. Donc en fait, les personnes venaient au laboratoire, on leur donnait soit du THC, soit un placebo, c'est-à-dire qu'on leur donnait du faux THC et on observait les effets. Et du coup, il n'y avait pas de d'effet placebo, comme on appelle, c'est-à-dire de penser qu'on est sous substance alors qu'on ne l'est pas. Et en termes de résultats, ils ont vu 2 résultats principaux. Donc sur des gros échantillons, ils ont vu une diminution de la mémoire verbale et de la mémoire de travail. Donc, pour vous expliquer un petit peu, la mémoire verbale, c'est celle qu'on utilise autour d'une table dans une conversation. Par exemple, je suis avec des amis, on organise une sortie demain, on doit organiser, tout le monde parle chacun son tour de où il aimerait aller, à quelle heure, quel lieu, quelle activité. Et si j'ai une baisse de ma mémoire verbale, j'ai du mal à suivre les informations, à embarquer dans la conversation et je me retrouve un peu isolée ou ça peut nuire à mes relations avec les autres. Tandis que la mémoire de travail, en fait, c'est la mémoire qui nous aide à effectuer les tâches tout au long de notre journée. Donc, par exemple, j'ai envie de me cuisiner un plat, eh bien, il faut que je me souvienne des ingrédients que j'ai envie de mettre dedans, de la cuisson, du temps de cuisson, de l'ordre de tout ça. Donc, c'est 2 éléments qui sont quand même essentiels et le cannabis et le THC, plutôt dans le cannabis, a un impact sur ces 2 éléments. Donc ça, c'est des effets à court terme. Donc c'est à peu près pendant 6 heures, il y a une baisse de mémoire de ces 2 types de mémoire. Et est-ce qu'il y a des effets à long terme dans la population générale? Eh bien oui, sur les mêmes 2 types de mémoire. Pour ce qui est de la schizophrénie, du cannabis et de la cognition, eh bien, il y a beaucoup moins d'études, il y en a même très peu, et qui sont pas d'aussi bonne qualité que des études randomisées avec placebo. Il y a quand même eu une étude de suivi de 3 mois de patients qui consommaient du cannabis et où ils ont observé une baisse de la mémoire verbale, donc celle qui sert à retenir les conversations. Donc la problématique, en fait, c'est ces études, en fait, elles ont été faites, mais elles ne considèrent pas la haute teneur en THC ou la basse teneur en THC de ce que consommaient les patients. Donc c'est des informations qui vont être essentielles pour voir les vraies conséquences de la consommation de cannabis chez nos patients. Et voilà, donc c'était la problématique. Ensuite, on a plusieurs pistes de qu'est-ce qui pourrait être impacté par le cannabis. Donc, sachant en fait, il faut savoir en fait que le cerveau d'une personne psychotique, c'est un cerveau qui se sent constamment menacé. Donc, il y a des effets en fait de la psychose sur le fait que la personne se sente menacée. Par exemple, en clinique, on entend souvent, par exemple, quelqu'un qui marche dans la rue, il pense être suivi,
où il pense entendre ses voisins parler de lui. Il y a un sentiment de menace qui peut être mal vécu par le patient. Ça a été montré en laboratoire, en recherche. Par exemple, si on présente un visage neutre à des personnes, elles vont pas le considérer comme menaçant. Si on le présente à des patients, ils vont le considérer comme étant plus menaçant. Et ça a été montré avec la neuroimagerie, comme avec de l'IRM dans le scanner. Donc, on considère ceci, considérant aussi que la consommation de cannabis augmente le risque de développer la psychose et le risque de décompensation psychotique. Donc, comme vous l'a montré le docteur Potvin, ça a été montré. Maintenant, on sait que la consommation de cannabis augmente ce risque-là. Et ça a été prouvé par des études sur le cerveau que le cannabis peut modifier l'activité des régions qui sont liées à la menace. Donc, on parle de régions émotionnelles, comme l'a présenté Alexandra, donc par exemple l'amygdale, qui sont aussi affectées par la psychose. Donc, on voit le lien entre les trois informations. Donc, le cerveau est plus menacé, la consommation de cannabis peut augmenter la psychose et aussi à des endroits qui sont affectés par la psychose et le sentiment de menace. Et donc, c'est notre supposition, la consommation de cannabis devrait nuire au fonctionnement du cerveau des personnes psychotiques à ce niveau-là. Néanmoins, personne n'en a fait la démonstration. D'où nous vient l'idée de cette nouvelle étude, qui va être une étude menée avec 55 patients avec un trouble psychotique, donc schizoaffectif, schizophrénie, qui vont être suivis pendant 1 an. Donc ça, c'est une particularité de l'étude, c'est qu'on va suivre pendant 1 an pour voir les vraies conséquences de la consommation de cannabis. Face à ces patients, il y aura 50 volontaires sains pour comparer les cerveaux, pour comparer le fonctionnement cognitif par rapport aux patients. Et on va avoir des mesures, du coup, ce sera des patients qui consomment du cannabis, pardon, et on aura des mesures notamment des symptômes psychotiques, de la cognition, mais aussi de la qualité de vie, donc et en fonction de la consommation de cannabis. Et on va regarder en fait pendant cette année, au cours de 4 séances d'IRM, donc dans le scanner, donc tous les 3 mois, on va regarder tous les 4 mois, je sais plus. On va regarder les conséquences sur le cerveau. Donc on va aller vraiment regarder les conséquences sur le cerveau pendant qu'ils effectuent des tâches. Et notamment, on en parlait du coup du sentiment de menace. Donc on va leur présenter des visages menaçants, mais aussi des visages neutres. Et on va regarder est-ce que si la personne consomme plus de cannabis, elle va avoir plus d'effets au niveau dans son cerveau, au niveau des zones liées à la menace, par exemple. Donc ça, c'est notre hypothèse. Ce qui est particulier dans notre étude, c'est qu'on va s'intéresser plus particulièrement à l'importance de la dose-réponse de THC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude où il y a des données précises où on regarde la teneur en THC et la conséquence sur le fonctionnement de la cognition. Donc, on va quantifier dans l'urine, dans le sang, mais aussi au niveau de auto-rapporté, donc ce que les patients consomment en termes de quantité, de fréquence. Et aussi, on a la chance, oui, c'est ça, d'avoir la légalisation. Donc, on pourra avoir souvent la teneur entre THC, CBD de ce qu'ils consomment. Donc, on va avoir beaucoup d'informations. Et l'objectif, ça va être de montrer de quelle manière le dosage de THC a un impact sur les personnes avec un trouble psychotique, donc au niveau de, comme je l'ai dit, donc des symptômes psychotiques, de la qualité de vie, de la cognition et du fonctionnement du cerveau. Quelles sont les retombées de cette étude? Donc pourquoi on veut en savoir plus sur cette consommation de THC? Eh bien, ça aura une première retombée sur les familles et le personnel de santé et les patients. Donc, en fait, on va essayer de fournir des informations plus précises sur les concentrations de THC et les conséquences néfastes sur la santé des personnes avec un trouble psychotique. Ça peut avoir aussi des retombées sur le gouvernement, il y a une possibilité en fait réelle d'avoir un impact sur les politiques de commercialisation des produits vendus à la SQDC. Donc, comme on l'a dit, une des préoccupations majeures lors de la légalisation, ça a été sur ces populations, quels seront les impacts et quels sont les impacts actuels, parce qu'on arrive à avoir un certain recul. Et aussi, pour montrer cet intérêt, ce projet, il a été financé par les fonds de recherche du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, il y a vraiment un soutien à en savoir plus sur ces données-là. Et aussi, il y aura sûrement, j'espère, un impact au niveau de la population québécoise au complet. Donc, par exemple, si on en sait plus sur les impacts de la consommation de THC, on va pouvoir peut-être limiter les dosages à la SQDC de THC, donc qui peuvent atteindre maintenant 30%, comme je l'ai évoqué. Donc, on pourrait peut-être diminuer le risque que les personnes développent des symptômes psychotiques, car on sait qu'il y a vraiment un lien entre haute teneur en THC, développement des symptômes psychotiques et problèmes de consommation de cannabis, donc on l'a dit de dépendance.
Donc voici pour les retombées et aussi, on voulait souligner, un grand remerciement, à la SQS car, ce projet en fait, il a été, il a été écrit en 2020, il a eu le financement en 2023, mais il a été rendu possible notamment grâce à une lettre de collaboration avec la SQS en 2020 qui a fait une différence, dans le financement de ce projet. Donc merci beaucoup. C'est très apprécié de voir ce que vous faites comme travail. C'est très important pour nous aussi, là. Merci. Donc, pour cette étude présentée par Inès, les critères d'inclusion, c'est d'avoir plus de 18 ans. Donc, idéalement, dans une fenêtre de 18 à 45 ans, de consommer actuellement du cannabis et d'avoir un diagnostic de troubles psychotiques. Pour les mêmes raisons mentionnées plus tôt, les troubles neurologiques ne seront pas acceptés, les maladies physiques graves et instables et les contre-indications pour passer un IRM parce que c'est le cœur du projet de faire un scan. Au niveau des contre-indications pour l'IRM, là, on parle par exemple d'être enceinte ou d'avoir une prothèse de hanche en métal, des choses comme ça. Dans le doute, appelez-nous puis on va faire un petit dépistage ensemble. C'est sûr qu'il n'y a pas de thérapie pour ce projet-là, mais l'avantage, c'est vraiment pour les recommandations futures. C'est sûr que l'implication, elle est rémunérée. Ça peut être un avantage aussi pour les gens d'avoir des petites rémunérations, mais c'est aussi de contribuer là, aux avancées, au savoir nécessaire pour le futur. Donc, tous ces beaux projets, si vous voulez nous contacter pour en savoir davantage, pour vous référer, parler d'un ami, de votre enfant, de savoir si ça pourrait être approprié pour eux, de voir comment on peut s'arranger pour une première rencontre, etc. Gênez-vous pas de nous contacter. C'est sûr que déjà, sur Google, c'est plutôt simple. Là, si vous tapez Avatar Intervention, normalement, on est pas mal dans les premiers à sortir. Mais sinon, je vous inviterais quand même à prendre en note là, le numéro de téléphone ou joindre. Donc, c'est le 438-580-7341, comme on peut le voir à l'écran. Puis, il y a également l'adresse courriel, là, contact@avatar-intervention.ca. Puis, comme Tania le disait, là, gênez-vous pas d'aller rechercher les informations si vous ne les retrouvez pas. Dans tous les cas, c'est moi qui est au bout du fil, au bout des courriels. On pourra en discuter davantage. Là, vraiment, ça va me faire plaisir. En espérant vous revoir bientôt. Merci pour cette belle présentation-là que vous avez faite avec un bel éventail d'expériences et de connaissances. Donc, un grand merci. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans ces projets de recherche-là. On espère pouvoir vous entendre ensuite sur les résultats finaux. Évidemment, ce genre de présentation-là donne envie aux gens qui l'ont écouté de participer. Donc, je voulais valider avec vous une question qui est: est-ce que ces thérapies sont disponibles pour des patients de la Rive-Sud? Oui, dans la mesure où la personne est en mesure de se rendre dans nos bureaux à Montréal, il n'y a vraiment pas de souci. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que si jamais la personne vient en transport en commun, on a quand même des petits budgets là, pour financer le transport en commun. Donc, de ne pas se gêner de faire cette demande-là. Il ne faut vraiment pas être timide. Et si jamais c'est le cas, l'aide sociale couvre les déplacements également pour tout ce qui est thérapeutique. Et même si on est un projet de recherche, pour le projet Avatar Voix et le projet Avatar Consommation, l'aide sociale nous reconnaît comme un suivi thérapeutique et à ce moment-là, des bourses pour les transports associés, là, autant pour les évaluations que pour les thérapies. Puis si jamais vous avez besoin d'aide avec les démarches, là, ça va me faire plaisir également. Fantastique. Donc, c'est des facilitants, des éléments facilitants pour participer. Puis donc, ce que Exact. je comprends, c'est que les gens n'ont pas besoin de passer ni par leur CLSC, ni par leur médecin de famille de la Rive-Sud. Ils vous contactent directement. Exact. Exactement. C'est sûr que nous, on demande toujours l'autorisation de contacter le médecin traitant simplement pour le mettre au courant qu'on commence un suivi, parce qu'à ce moment-là, le médecin, des fois, peut-être qu'il avait en tête d'essayer quelque chose, un petit ajout d'une molécule, puis ça, puis en le sachant, il va dire « Ah ben merci, maintenant que je le sais, je vais attendre avant la thérapie, voir au niveau de l'efficacité si je fais vraiment ce petit ajout, cette petite modification. » Sinon, le psychiatre peut nous dire aussi
Ben écoutez, je voulais vraiment faire une modification. Je vais la compléter, puis vous pourrez commencer votre suivi après. Donc, simplement pour être sûr qu'on s'insère au bon moment, on fait juste un petit coucou au psychiatre là, pour s'assurer que ça va. Parfait. Donc, puis il me semble me souvenir qu'on avait parlé pour nos membres qui sont en région, à l'extérieur de la région, de la grande région de Montréal. Il y a des gens qui viennent même de Sherbrooke, que vous disiez, pour profiter de cette étude-là. Exactement. On a eu par le passé des gens qui venaient de Québec, qui avaient un transport avec la famille, qui aidait beaucoup. Tout ça, à ce moment-là, on donne des sous pour aider au niveau de l'essence pour le transport. Mais effectivement, les gens qui venaient de l'Estrie cette année, on en a eu beaucoup. Ça a été vraiment intéressant. Puis c'est vraiment l'aide sociale qui a payé pour les transports à ce moment-là. Et puis, il y a une personne également que c'est vraiment au niveau de son suivi hospitalier que là, le transport a été absorbé par l'établissement hospitalier à ce moment-là. Donc, tu sais, si jamais vous n'êtes pas trop sûr, vous avez une travailleuse sociale, vous voulez me mettre en contact avec cette personne-là, ça va me faire plaisir là, de faire le suivi pour voir les possibilités. Parfait, merci. Il y a quelqu'un, je vais attendre de voir si cette personne-là répond. La personne qui a demandé si c'est possible de faire partie de l'étude si on consomme du cannabis médical. On vous demanderait de préciser peut-être à quelle étude, à quel projet vous voudriez participer. Mais je dirais déjà d'emblée que pour le dernier projet, oui, absolument. C'est sûr que si on consomme du cannabis médical et que ce n'est pas dans nos objectifs de faire des modifications au niveau de notre consommation, de participer à un projet de recherche où il y a une intervention pour induire des modifications, ça ne fait peut-être pas partie de vos objectifs. Par contre, pour le projet d'Inès, là, qu'elle a parlé au niveau des scans et du cannabis, absolument, venez nous voir, là. Parfait. Donc, je pense que vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais est-ce que le psychiatre du patient doit être d'accord et participer au projet? Donc, ce que je comprends, c'est que vous entrez en contact avec lui? J'entre en contact avec en vrai, si le patient me dit, nous, chez nous, c'est pas des patients, c'est des participants. Donc, déjà, s'il me dit, ben non, moi, je veux pas que tu entres en contact avec mon psychiatre, Marie-André, ben, je vais pas entrer en contact avec le psychiatre en vrai. C'est vraiment votre suivi thérapeutique, ça vous appartient et c'est à vous de mettre les paramètres en place avec lesquels vous êtes à l'aise. Et à ce moment-là, effectivement, le psychiatre n'a pas besoin d'être en accord, on ne l'aura pas contacté du tout. C'est sûr que nous, d'emblée, on encourage à aviser pour que on s'aligne tous dans le même sens au niveau du suivi. Par contre, si ça ne fait pas partie de vos plans, on va respecter ça. Parfait, merci. J'ai quelqu'un qui demande si vous acceptez la clientèle anglophone. C'est une belle et grande question parce que malheureusement, nous n'avons pas de thérapeute anglophone en ce moment. Donc, si cette clientèle anglophone est en mesure de faire une thérapie efficace en français, bien sûr que vous êtes les bienvenus. Sinon, malheureusement ou heureusement, on peut le dire comme ça, parce qu'on vit dans l'espoir, on a une liste d'attente pour la clientèle anglophone, dans l'espoir d'avoir des thérapeutes anglophones éventuellement. Pour à la fois le TCC, et la thérapie cognitivo-comportementale et la vacance. Exactement. Parfait. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Je vous invite à le faire par le chat ou par le questions et réponses. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent ou c'est quoi la suite en fait, là? Je sais pas, y a-t-il d'autres développements considérés dans cet axe-là? Il y a toujours plein de choses qu'on a en tête. Stéphane, est-ce que tu veux prendre parole? On t'entend pas. Ah oui. Oui. Ben, peut-être mentionner vite le projet Avatar. Peut-être ça pourrait être une option. Ouais. Effectivement, merci. Donc, c'est avec... Ah oui, vas-y. Je peux en parler, puis oui. Essentiellement, un des autres projets, c'est toujours par rapport à la thérapie Avatar hallucination. Et il y a un résident en psychiatrie qui fait des analyses qualitatives, parce qu'il y a des entrevues qualitatives en profondeur qui sont faites dans, je pense, tous nos projets. Tous nos projets. Et ce qui est particulièrement fancy, c'est que lui utilise
intelligence artificielle pour mieux comprendre le discours des personnes qui participent aux différents projets et son objectif. Évidemment que ça, c'est pas encore réalisé, c'est complexe à faire, mais ce serait à partir de l'analyse du discours de pouvoir donner un feedback le plus possible en temps réel aux thérapeutes pour venir bonifier les interventions qui sont ouvertes pour les gens qui reçoivent la thérapie sur les hallucinations, parce qu'il y a des gens qui répondent très, 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 très bien, puis il y en a d'autres qui répondent moins. L'objectif, ce serait d'utiliser donc l'intelligence artificielle pour venir améliorer l'intervention pour les gens chez qui ça répond un petit peu moins bien. Évidemment que tout ça, c'est complexe à faire, puis ça ne veut pas dire que ça va donner des résultats en claquant des doigts, mais ça, c'est un des projets qui s'en vient, là, qui est dans le pipeline, comme on dit. Oui. OK. Génial. Merci. Ça nous donne un petit aperçu. Si les personnes qui sont présentes ici sont des proches membres de l'entourage ou intervenants, intervenantes, j'imagine que ça prend, que c'est la personne qui vit avec les hallucinations ou le trouble de consommation qui doit vous contacter ou que tu as donné. C'est pas, c'est toujours possible de nous appeler pour avoir des informations. Moi, ça m'arrive vraiment souvent qu'il y a des mamans qui m'appellent pour me parler de leur fils et ils n'ont pas besoin de me dire leur nom. Ils disent qu'est-ce qu'ils vivent avec leur fils, qu'est-ce qui est plus difficile, ils entendent beaucoup de voix, est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? Maintenant que je sais qu'il serait éligible, je vais lui en parler. Comment est-ce que je pourrais y en parler? Comment je pourrais l'aborder avec lui? Ça, c'est un accompagnement qu'on peut faire aussi. OK? C'est sûr qu'on ne peut pas dire voici le nom et le numéro de téléphone de mon fils, appelez-le. Ça, non. Mais par contre, de faire cette espèce de transition-là, d'être accompagné, ça peut se faire. Puis ça peut se faire aussi, donc, un coup que la personne, elle est en accord aussi. Donc, les intervenants, par exemple, peuvent nous en parler aux patients. Il donne son accord pour être contacté. À ce moment-là, les intervenants peuvent nous le dire et on peut contacter la personne. Il ne faut juste pas que la personne ait une implication émotive trop grande parce que des fois, là, on veut faire plaisir à notre maman. Puis on va dire, maman, elle a donné mon nom puis mon numéro de téléphone, fait que je suis allée, puis là, ils sont dans mon bureau, puis ils ne sont pas à l'aise. C'est sûr qu'on ne veut pas, en vrai. Okay? Par contre, si on veut des outils pour mieux l'expliquer, pour les accompagner, etc., ça va me faire plaisir. Puis, il faut qu'on se dise que des fois, même si on en parle une fois, deux fois, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que l'information n'est pas toute passée. Peut-être que d'en parler un petit peu, d'en discuter lors d'un rendez-vous avec un psychiatre, puis que le psychiatre il fasse « Ah oui, ça serait une bonne idée. » Puis à la pression, on en reparle. Ça peut mener à quelque chose. Donc, de ne pas trop pousser, d'attendre que la personne soit prête. C'est quoi les freins que vous rencontrez le plus souvent? Est-ce que c'est le manque de motivation à réduire la consommation, les craintes par rapport à la réalité virtuelle? Quelquefois, les craintes par rapport à la réalité virtuelle, c'est sûr qu'on y va de manière très progressive. Hein? Donc, on parlait tantôt d'un 10-20 minutes, mais en vrai, les premières séquences, là, ça peut durer quelques secondes, puis c'est correct. Okay? Ça peut être vécu très intensément. Exactement. Exactement. Ça peut être vécu très intensément, puis c'est grâce à ça que c'est efficace aussi. Si ça n'était pas vécu intensément et que ça ne suscitait pas d'émotion, les impacts seraient moins grands, on imagine, à ce moment-là. Donc, il faut vivre des choses. Par contre, on sait qu'on est bien entouré, puis que c'est pas à la fin d'une rencontre d'une heure qu'on fait une immersion et tout ça. Non, ça arrive en début, milieu de rencontre, puis après ça, là, on a beaucoup de temps pour redescendre de ça, en parler, avoir des stratégies pour améliorer nos émotions face. Puis, ce qui démontre l'efficacité, c'est que l'exposition est de plus en plus longue et suscite de moins en moins d'émotions négatives en cours de route. Fait que c'est vrai que c'est pas un processus facile. C'est une thérapie, c'est difficile. Puis il y a des gens, des fois, qui, en début de thérapie, quand même, ont beaucoup, beaucoup d'émotions, ont beaucoup d'hallucinations. Puis quand on vit des émotions négatives, on est très stressé, des fois, on est plus halluciné. Fait que là, si on voit une petite montagne, là, des fois, là, la première, deuxième, troisième, quatrième séance, ça se peut même que ça monte. Mais après ça, ça a tendance à redescendre. Fait qu'il faut se laisser cette chance-là. Si jamais ça arrive, on a le droit à des suivis puis des accompagnements entre les séances. On est là pour ça aussi. OK? Fait qu'il faut vraiment nous en faire part à ce moment-là. Parfait. Est-ce qu'on pourrait repartager la diapo sur vos coordonnées? Oui.
Je te laissais le faire, Alexandra, ou tu veux que... Oui, Parfait. Oui, je Euh, peux m'en occuper. merci. Parfait. Je sais que pour les voix, bon, vous parliez d'affirmation de soi, puis tout ça, c'est un élément que vous travaillez aussi quand la personne est confrontée à la personne avec qui elle consomme? Exactement, parce que ça peut être aussi simple ou compliqué que des techniques de refus. Des fois, quand on est dans des milieux sociaux, on veut faire plaisir. Ah ouais, une puff, ça ne changera rien. Puis dans un milieu comme ça, immergé, on peut reproduire ces émotions-là. En fait, plus grand que... En intervention en toxicomanie, on fait souvent des jeux de rôle. Ça arrive vraiment souvent. Puis la personne voit, par exemple, Docteur Potvin ou Marie-André lui offrir un joint. Il y a quelque chose de rigolo, des fois, à ça et tout ça. Par contre, en réalité virtuelle, la personne qui lui offre son joint, c'est un ami, c'est un voisin, c'est peut-être un parent. Puis là, l'espèce d'implication émotive, elle est là. Puis les gens, ils sont vraiment immergés. Puis parfois, ils sont tentés de dire oui au joint, même s'ils sont en réalité virtuelle. Donc, d'apprendre des techniques de refus, d'apprendre à avoir assez d'estime pour s'affirmer puis dire, ben écoute, moi, je t'ai communiqué le fait que je voulais diminuer ma consommation, puis je trouve pas ça respectueux ce que tu fais en ce moment. Fait qu'il y a plein de moyens comme ça en réalité virtuelle, en fait, là, qui sont vraiment intéressants. C'est la même approche que vous utilisez si la personne veut simplement diminuer sa consommation ou la réserver en soirée, ou etc. Exactement. Mais il y a plusieurs moyens aussi, tu sais, justement, quand elle parle à quelqu'un d'autre, de dire à la personne, ben écoute, moi, j'ai prévu de fumer mon joint ce soir, je te demanderais d'arrêter de m'en offrir. Ça peut être ça. Mhm. Puis c'est sûr que la portion réalité virtuelle là, pour Avatar Consommation aussi, ça dure 20 à 30 minutes, mais il y a toute une heure de thérapie. Fait que toute l'espèce de côté de dire, ben, les stratégies, ça peut être de diminuer le taux de THC, ça peut être d'améliorer tel type d'activité, d'insérer des activités que vous faisiez avant, que vous ne faites plus maintenant, etc. Ben ça peut être fait au cours de cette heure-là. C'est pas fait nécessairement en réalité virtuelle, ça. Hmm. C'est adapté à la personnalité de la personne, en fait, si je comprends bien. Donc, par exemple, pour trouver des activités pour remplacer, on y va avec les intérêts de la personne même, là. C'est pas E- générique. Exactement. Donc, Ok. tout ça, c'est questionner, là, de savoir c'était quoi vos intérêts. Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant? Pourquoi vous ne les faites plus maintenant? Etc. Super. On a une question. Est-il toujours possible de participer à l'avatar pour les hallucinations? Donc, je comprends que oui. Oui, absolument. Il y a un risque que la personne reçoive la thérapie cognitivo-comportementale plutôt que l'avatar, C'est mais quand même un chouette risque, je vous dirais, parce que on a une thérapie quand même qui est gratuite et sans attente, déjà. Puis au bout de l'année de suivi après, ben, on peut avoir droit, dans le cadre du projet avec Alexandra, à la thérapie de réalité virtuelle avec le processus de scan et tout ça. Fait que là, ça nous fait 2 thérapies. Donc, au début, il y a des gens qui pouvaient penser que ah, mais j'aurais mieux aimé être randomisé la réalité virtuelle, etc., parce que c'est ce qui m'intéresse le plus et tout. Puis là, il y a un participant à un moment donné qui est venu dans mon bureau, puis quand j'ai dit ça, il m'a dit ah, ça veut dire que j'ai 2 chances d'aller mieux. J'ai trouvé ça beau. Puis je me suis dit, je vais l'utiliser maintenant. oui. Puis en vrai, il faut le voir comme ça. Faire une thérapie cognitive comportementale, Alexandra a démontré les résultats. De manière préliminaire, on a tendance à croire que l'avatar est légèrement supérieur, mais on a quelque chose quand même qu'on offre d'efficace. On n'offre pas de placebo. C'est vrai que c'est. Tu sais, normalement, quand on a droit à une thérapie, après ça, c'est terminé, puis tant pis, on a une liste d'attente, puis tout ça, mais là, il y aurait une possibilité d'essayer autre chose. Tu sais, Exactement. fantastique. Pour l'étude avec IRM, est-ce que c'est compliqué d'avoir des participants qui acceptent de passer les IRM? Euh, Pas trop. C'est un processus qui peut être stressant. Puis ça, on le reconnaît. Puis quand c'est nécessaire, on peut s'arranger pour que Marie-André accompagne au scan. C'est des possibilités. OK? OK. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être stressant. Puis d'en parler, puis de le verbaliser, puis de voir c'est quoi nos appréhensions, de voir c'est quoi une photo d'un scan, comment ça va fonctionner. Bien, on veut que ce soit rassurant, mais c'est sûr que c'est un processus qui est stressant, puis ça fait partie du processus. Les personnes passent combien de temps dans le scan, normalement? C'est une quarantaine de minutes, Alexandra?
Oui, c'est ça, c'est environ 40 minutes, entre 40 et 45 minutes. Mais il y a certains participants qui sont très à l'aise dans les scans. Où des fois, ils me disent, je suis presque en train de m'endormir, ça devient dur. Il y a des personnes qui arrivent à être très, très confortables quand même. OK. Est-ce que vous partagez les résultats ben, justement, les résultats sur leur scan là, tu sais, aux participants? C'est des... Alors, non, on les partage pas parce qu'en fait, il s'agit pas d'images médicales, c'est des images de recherche. Donc, en OK. réalité, c'est des images qui valent pas médicalement vu elles sont pas prises par un médecin ni un neurologue Oui, oui. et donc c'est pour ça qu'on les partage pas principalement. Oui, mais cela dit, si quelqu'un nous demande de voir ces images, la personne veut vraiment les voir, ça, on peut le faire. Ou Oui, l'interprétation des images sans les images, est-ce que vous le faites? De Mais, dire, ah, il y a eu une progression ou. si quelqu'un nous le demande, on peut montrer les images. Oui, oui, on peut. Bon, super. Ben, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre générosité. Tu sais, vous êtes plusieurs à avoir pris votre soirée pour venir nous parler de ça. Je vous remercie grandement. Si vous êtes d'accord, peut-être qu'on pourrait reparler plus tard de pouvoir le diffuser grand public comme sur YouTube aussi pour vous aider avec le recrutement. Donc, on en reparle. Puis, ben, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient présents. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. bonne soirée, merci Merci beaucoup. à vous. Immense Bonne merci. soirée. Au revoir.